L'année 2025 commence à toucher à sa fin et là, je peux le dire, c'est probablement la pire année de l'histoire du catch. Et pas que la WWE. Dans la globalité du catch. Parce que il y a beaucoup de trucs qu'on peut dire sur les autres années dans le catch, comme 1995, je sais pas, 1994, 2019. On peut dire que c'était des années horribles, en tout cas pour la WWE, mais là, tu pouvais un peu te dire qu'il y avait un peu d'autres trucs qui étaient mieux autre part. Par exemple, pour l'année 94, je pense du côté de la scène du Japon, c'était un peu mieux. Et pour 2019, il y a la création de l'AEW qui commençait vraiment à se donner l'impression d'être la nouvelle alternative contre le produit merdique que la WWE présentait. Bon, après, on va vite réaliser que l'AEW, c'est une compagnie qui a encore moins compris le catch et qui a un booker comme Tony Khan qui se base sur les opinions de Dave Meltzer, qui est littéralement juste un fan, pour booker son show. Et du coup, ça nous donne à peu près 2025. L'année 2025, qui est probablement l'année la plus atroce de manière globale dans la scène du catch. Hein, parce que tu pourras pas me dire que ah c'est bien à New Japan. New Japan, je sais même plus c'est quand la dernière fois que j'ai entendu parler de New Japan. Hein. De ce que je vois dans les vidéos YouTube, en fait, j'entends parler de New Japan juste par rapport au passé, en fait. Genre la période 2018, 2017, avant que l'AEW fasse son raid en volant tous les talents, genre Kenny Omega, les Young Bucks, Kazuchika Okada, Will Ospreay, bref. Avant qu'il fasse ce raid et que la New Japan se retrouve littéralement avec quasi personne, quoi. Et genre là, on est à se demander, en fait, si la New Japan ne va pas couler, hein, dans les décennies à venir, hein. Ou même dans les années à venir, hein, je pourrais même dire, mais bref. C'est pour dire, le seul truc dont j'ai entendu parler à propos de New Japan cette année, en fait, c'est la retraite de Tanahashi. Sinon, je savais même pas si la New Japan avait coulé ou pas, bref. Et pour être honnête, j'en avais pas à foutre, donc voilà quoi. La EW, bon, j'en ai déjà parlé un peu dans d'autres vidéos, mais bon, la EW n'a rien su faire de pertinent dans l'année 2025, malgré le fait que la WWE nous donnait l'un des pires produits de tous les temps, en fait, la EW n'a rien su faire pour capitaliser sur ça en fait. Tout ce qu'ils ont fait en fait, c'était une compétition pour savoir qui allait faire le pire show entre l'AEW et la WWE cette semaine. Donc là, on est très loin des Monday Night War, cette guerre acharnée entre la WWF et la WCW, où le but était de prendre l'audience de l'autre compétiteur. Là, le but, c'est littéralement d'en garder. Parce que les ratings font littéralement que descendre. Et genre, on n'a jamais eu des ratings aussi bas pour les compagnies de WWE et AEW dans cette année 2025. Et ouais, on va encore me donner l'excuse de ah, mais il y a des différentes manières de regarder le catch, il y a des alternatives. Mais encore une fois, la télé est la manière principale quand tu regardes le produit. Et si tu te débarrasses de la télé, en fait, tu vas perdre la majorité de ton audience. Parce que la majorité de l'audience, c'est des gens normaux, en fait, qui zappent les chaînes et qui peuvent tomber sur la WWE et regarder. Puis après, ils zappent une autre chaîne et ils regardent quelque chose d'autre. Pas des fans avives du catch qui sont sur Internet et puis qui commencent à commenter sur le fait que oh, Axiom contre Ilja Dragunov était un 5 étoiles. Ça, fondamentalement, c'est des gens qui regarderont quand même le catch. L'audience principale, en fait, c'est les gens lambda qui ne consacrent pas toute leur soirée à parler de catch sur Internet. Parce que la réalité est que personne ne se casse réellement la tête pour regarder du catch, en fait. Parce que la majorité des gens, en fait, se contentent de regarder d'autres trucs en plus du catch. Donc dire que, oh, il y a différentes alternatives, mais personne n'en a réellement à foutre de ces autres alternatives, en fait. C'est des alternatives qui vont juste amener la fanbase niche, en fait. Les fans d'Internet qui parlent de Warcrate H24 et qui commencent à payer des billets de 5000 euros pour venir en premier rang dans chaque pay-per-view, malgré le fait que le produit ne s'améliore pas. Et ça, on va parler. Le produit de la WWE, si on peut même appeler ça un produit, parce que bon, c'est de la merde. Mais du coup, on va faire le recap, le bilan, l'entièreté de l'analyse de l'année 2025 à la WWE. Donc du coup, la WWE en 2025 commence avec la première de Raw sur Netflix, qui est un total désastre en fait. La manière dont ça avait été hypé, c'était en mode oh, on est dans une nouvelle ère, la nouvelle ère, The Netflix era. Et genre, t'avais plein de gaulements qui disaient l'attitude des rails de retour. Maintenant, il n'y aura aucun moyen de
pas faire un produit plus adulte parce que maintenant il y a moins de restrictions sur Netflix. Bref, rien de tout ça ne s'est passé. À la place, pour ce show de Raw sur Netflix, en fait, on a eu un show atroce. Je m'en rappelle exactement de ce show. Il y avait des trucs aléatoires qui s'étaient passés comme Undertaker qui vient de nulle part après la fin du match de Rhea Ripley pour genre féliciter Rhea Ripley. J'aime bien Undertaker le catcheur, hein, mais Mark Calloway, hein, il a vraiment vendu son âme pour le produit merdique qu'est la WWE actuellement en fait. Et voilà, dans ce Raw sur Netflix, il y a aussi le Roman Reigns Solo Sikoa, qui est l'accumulation d'une feud qui a duré genre 5 mois, où quasi rien n'a avancé en 5 mois en fait. Et dans le match était pour un Ulufala qui ne va pratiquement servir à rien parce que Solo Sikoa va quand même prétendre d'être encore le leader de sa bloodline. Donc c'était une perte de temps totale. Dans ce Raw sur Netflix aussi, il y avait la première incohérence stupide en fait. T'as eu le Rock qui est revenu et qui a cuté l'une des pires promos de sa carrière en fait. C'était littéralement juste une promo de corporate chill, où il était en train de mettre en avant en fait des exécutifs de Netflix en mode oh, on n'aurait pas pu faire ça sans vous, Dean Tavern, Josh McHugh, Beckham Makalachi, j'invente des noms mais t'as capté à peu près l'idée quoi. Et après, genre d'un coup d'un seul, il commence à être ami avec Cody Rhodes, genre rien de toute la haine entre Cody Rhodes et The Rock de la route de WrestleMania 40 ne compte, plus rien de tout ça compte en fait. Et le signe que The Rock avait fait à la fin de Bad Blood sur Roman Reigns et Cody Rhodes, en fait, ça compte plus. ça mène à rien, en fait. Donc on commence l'année avec une première méga incohérence à se demander en grattant nos têtes quoi? Qu'est-ce que The Rock est en train de faire? Pourquoi il a mis avec Cody Rhodes d'un coup d'un seul? Et aussi dans le même Raw Netflix, t'as eu... il y avait plein de stars comme ça, de gars que genre... que des Américains connaissent, quoi. Bref. Genre des stars qui sont inconnues au bataillon s'ils vont en Europe, quoi. Mais bref, t'as eu aussi une promo importante de John Cena, parce que ça va donner le thème de l'année 2025. Et c'est le fait que John Cena ouvre sa tournée d'adieu. Et aussi, du coup, dans cette promo, il dit qu'il compte gagner le Royal Rumble, tout ça, bref. Et on vient, du coup, au Royal Rumble 2025. Ah! Jey Uso a gagné le Royal Rumble 2025. Bon, en vrai, initialement, j'étais en mode énervé. Puis après, j'étais en mode, ok, bon, après, Jey Uso, il est over. Donc, c'est pas la pire idée de tous les temps, mais ça aurait pu être une autre personne comme Ellen Knight. Et là maintenant que je regarde ça avec l'année 2025 qui va passer, je vois que c'est une totale perte de temps d'avoir donné cette victoire à Jey Uso. Bon son de bois, pourquoi fallait que ce soit Jey Uso? 3 moves Jey Uso. Un mot dans une promo Jey Uso. Pourquoi fallait que ce soit lui en fait? Surtout que Jey Uso va affronter Gunther dans ce match de Midcard Jobber dans l'opener de la nuit 2 de WrestleMania pour qu'il gagne le championnat du monde poids lourd. Super. C'est un championnat qui est littéralement au même prestige que le championnat intercontinental, si même pas plus bas. Bref, on ne peut pas changer ce qui s'est passé parce que c'est le passé. Donc Jey Uso il gagne le Royal Rumble en éliminant John Cena. Hein. C'est assez choquant hein, vu qu'on se disait que John Cena il allait gagner le match. Jey Uso il a gagné de manière surprise. Mais bref, John Cena va quand même par la suite gagner le Elimination Chamber. Et à Elimination Chamber 2025, il y a le premier truc qui est marquant dans l'année 2025. Et c'est le heel turn de John Cena. Avec The Rock qui voulait que Cody Rhodes vende son âme. Et après, il y a eu le heel turn à Elimination Chamber. Et Travis Scott, il était là pour certaines raisons. Bref. Et du coup, ce heel turn, les gens disaient « Oh, c'est le meilleur heel turn de tous les temps !» Et moi, j'étais en mode « Non, c'est juste totalement idiot, en fait. Genre, c'est totalement absurde. Genre, comment t'expliques ça? Comment t'expliques ça, en fait? Parce que, genre, la réaction initiale que j'avais eue en voyant ça, j'étais en mode « Hein? En quoi ça fait du sens pour John Cena de faire ça ?» Et genre, t'avais des Goldman qui voulaient expliquer le fait que John Cena, il faisait que perdre, il a dû vendre son âme à The Rock parce que c'était le seul moyen pour John Cena d'avoir ce main event de WrestleMania. Ouais, mais il a gagné l'Elimination Chamber par ses propres capacités. Donc c'est pas The Rock qui l'a donné l'opportunité, c'est John Cena qui l'a gagné de lui-même. Donc première incohérence ridicule là. Et secondo, en fait,
John Cena est John Cena en fait. En quoi il a besoin de vendre son âme à The Rock pour avoir les gains dont The Rock proposait en fait à Cody Rhodes. Et même pour Cody Rhodes en fait, The Rock proposait à Cody Rhodes. Ouais, t'es un excellent champion, t'as un excellent visage de la compagnie, mais moi je peux te proposer plus que ça. Je peux te proposer de belles voitures, je peux te proposer l'argent, je peux te proposer de l'or. Bref, des trucs golmeries comme ça. Genre Cody Rhodes en tant que visage de la compagnie, il est pas censé déjà avoir ça. Genre, c'est ça que j'avais trouvé stupide en fait avec cette storyline en fait. L'idée de cette storyline en fait c'était Rock Vince McMahon mais en 1998 avec The Rock qui devenait le corporate chef. Mais The Rock n'est pas Vince McMahon et Cody Rhodes est encore loin d'être The Rock. Donc c'est déjà quelque chose qui ne marchait pas. Mais du coup en fait ils ont fait l'inverse et ils ont décidé de prendre The Rock avec John Cena. Ce qui est encore plus absurde parce que genre quand il y a eu cette storyline de The Rock avec Vince McMahon qui devient le corporate chef de Vince McMahon en fait. Mais The Rock il avait 26 à ce moment-là premièrement et il n'avait pas encore été champion du monde. Donc ça faisait parfaitement du sens à ce moment-là de prendre directement The Rock pour l'établir en tant que champion de ta compagnie. Parce que c'est un nouveau visage à ce moment-là, c'est un visage frais. Là tu mets John Cena qui a 48 ans en tant que champion corporate, ça fait aucun sens. Et après, The Rock, il a disparu, donc la storyline n'a pas poursuivi, en fait. Mais après, si elle avait poursuivi, ça aurait quand même toujours fait aucun sens, hein. De ce que j'ai compris, l'idée, c'était de tourner il Cody Rhodes, mais genre, Triple H, il voulait pas. Donc, du coup, The Rock, il s'est dit, ah, merde, ben, je me casse, en fait. Et genre, ils ont décidé de tourner il John Cena. Et après, Triple H s'est trouvé avec un bourbier qu'il n'a même pas su booker correctement, quoi. Puis après, on a eu cette route de WrestleMania. Avec John Cena qui faisait des promos qui ne faisaient aucun sens en fait en mode oh les fans vous m'avez épuisé, c'est une relation toxique que j'ai et je suis en mode ouais et en quoi ça explique ton heel turn en fait, en quoi ça explique que tu sois aligné avec The Rock. Donc voilà quoi. Et du coup ça nous mène à WrestleMania 41. Bon après je peux parler d'autres trucs mineurs qui sont passés durant la route de WrestleMania. Il y a eu la feud avec Seth Rollins, Roman Reigns et Paul Heyman. Avec CM Punk aussi, bref. Et cette feud, en fait, n'avait aucune raison d'être un triple threat, en fait. Genre, le match, il aurait pu être juste un segment à SmackDown où Paul Heyman trahit Roman Reigns et CM Punk pour s'aligner avec Seth Rollins. Ça avait aucune raison d'être un match, en fait. Parce que le match n'avait littéralement aucun enjeu, en fait. Si Paul Heyman n'était pas dans ce match, le match aurait été un match triple threat aléatoire. Et bref, ça nous donne en gros la route de WrestleMania. En fait, il n'y avait pas vraiment de storyline vraiment réel en fait pour ce WrestleMania 41. Ce qui nous a donné l'un des pires WrestleMania de tous les temps en fait. Il y a des gens qui défendent en disant ah mais il y a ce WrestleMania pire en fait, il y a WrestleMania 4, je sais pas quoi là. Et je déteste cette mentalité en fait. Pour cacher le fait que quelque chose soit mauvais, ils présentent quelque chose d'autre qui est soi-disant pire. En fait, pourquoi on peut pas juste critiquer la chose pour telle qu'elle est en fait? Quelque chose de mauvais, quelque chose de médiocre. WrestleMania 41, c'était juste de la merde. Tout simplement. T'avais genre Jacob Fatu contre Ellen Knight. Oh mon dieu. T'avais Dominic Mysterio dans un triple threat avec... Je sais pas, il y avait qui d'autre? Penta. Il y avait Penta dedans. Est-ce qu'il y avait Finn Balor même dedans? Ou Braun Breaker. Bref, il y avait un triple threat. Dominic Mysterio, il a gagné le championnat intercontinental. Dans une pop de babyface, ce qui est assez bizarre parce que genre... Les gens sont pas censés le huer. Il n'est pas censé être heal. Bref, quelqu'un qui se fait cher, soit le gars il est tellement cool que genre les gens commencent à l'aimer comme un The Rock, ou soit le heal il est pas assez nuancé pour qu'on comprenne qu'il soit heal en fait. C'est un peu le cas de Rhea Ripley en fait. Il y a des gens qui disent que ah Rhea Ripley est devenu organiquement face. Non en fait, ils ont juste eu plus la moindre aspiration pour booker Rhea Ripley en tant que heal. Et genre en fait Rhea Ripley était juste booké de manière générique en fait. Et genre les gens ils sont en mode ah merde, pourquoi on hube Rhea Ripley en fait? Elle fait littéralement rien de spécial. Ah ben on va à la chair du coup. Et voilà en fait. Parce que bon, tu savais clairement pas déterminer si Rhea Ripley était face ou non avant qu'elle se fasse trahir par Dominic Mysterio. Mais bref, ça c'est en 2024. Donc on sort du sujet. Du coup en parlant de Rhea Ripley, mais à WrestleMania il y avait le match entre elle, Bianca Belair et Io Sky, qui était un bon match. Hein. Les gens ils disent ah c'était un 5 étoiles. Bon, c'était un bon match, c'était un bon match. Mais la storyline était assez bancale, donc voilà quoi. Parce que bon, la storyline, si je me trompe pas, en fait,
c'était que Bianca Belair avait gagné l'Elimination Chamber pour affronter Io Sky pour le titre. Et Rhea Ripley s'est ajouté dans le match pour littéralement aucune raison, quoi. Et genre, du coup, Io Sky était devenu secondaire dans le match. Et c'était à peu près la storyline du match, parce que Bianca Belair et Rhea Ripley ne considéraient pas Io Sky dans le match, malgré le fait que ce soit la championne. Et Io Sky a su les surprendre pour gagner le match et conserver son titre. Voilà, quoi. À WrestleMania aussi, j'ai oublié de préciser, il y avait aussi Tiffany Stratton contre Charlotte Flair pour le championnat féminin de SmackDown. Ouais, j'appelle ce titre championnat féminin de SmackDown, c'est un autre nom, mais j'ai rien à foutre, c'est bon. Et du coup, c'est parce que Charlotte Flair, elle avait gagné le Royal Rumble, ça j'ai oublié de préciser. Mais elle affrontait Tiffany Stratton. Dans l'idée, c'était d'avoir Charlotte Flair, la vétérante, contre Tiffany Stratton, le futur. Et le but, j'imagine, c'était de faire un passement de flambeau. Mais c'était l'une des pires storylines que j'ai jamais vues de ma vie. Et l'entièreté du fait d'essayer de mettre en avant Tiffany Stratton, ça a été une totale perte de temps. Parce que son règne, en fait, il était ennuyant. Il était générique, il était fade, il était meh. Parce que Tiffany Stratton, fondamentalement, c'était une babyface générique, en fait. J'ai pas envie de trop blâmer Tiffany Stratton, mais il y a quand même des choses sur lesquelles on peut clairement dire qu'elle n'était pas prête à avoir ce championnat. Parce qu'il y a eu ce segment atroce de SmackDown où il y a eu cette promo entre Charlotte Flair et Tiffany Stratton qui était l'une des pires promos que j'ai jamais vues de ma vie, en fait. Genre, la promo, de base, elle était extrêmement cringe et ridicule et ils ont essayé de casser le quatrième mur pour rendre ça un peu piquant, mais c'est juste devenu encore pire, en fait. C'est le genre de truc que tu laisses pour les MJF, les CM Punk, les Triple H, de casser le quatrième mur. Parce que au moins, ils savent parler au micro. Bon, c'est pas les meilleurs au micro, mais ils font ça pour se mettre plus en avant au micro. Mais là, Tiffany Stratton et Charlotte Flair, elles sont pas connues pour être bonnes au micro, hein. À mon propre opinion, elles sont même pas au moins décentes au micro, donc voilà, quoi. Et bref, le reste des matchs de WrestleMania, y a rien à foutre. Le main event, du coup. John Cena contre Cody Rhodes, qui est probablement l'un des pires main events de WrestleMania de tous les temps. Je pourrais même dire que c'est le pire. Parce que le match, en fait, c'était un match un peu dégueulasse, en fait, où Cody Rhodes et John Cena, ils avaient quasi aucune chemistry, en fait, dans le ring. Et puis d'un coup d'un seul, en plein match, il y a Travis Scott qui fait son entrée dans le Finn, comme ça, en plein match. Et puis après, il assiste John Cena pour essayer de gagner le match. Cody Rhodes crossroad Travis Scott. Et en fait, en voyant ça, je me dis, Travis Scott, il a littéralement rien à faire dans ce ring, en fait. Il a rien à faire dans l'industrie du catch, ce type, en fait. Mais bref, le match, en fait, il était tellement mauvais, en fait, il était tellement atroce que je me disais, est-ce que c'est possible, en fait, de faire quelque chose d'aussi atroce que ça? Est-ce que c'est réel, en fait? Et genre, John Cena, il prend la ceinture et puis il attaque Cody Rhodes avec. Il fait le pin sur Cody Rhodes, puis après, il gagne le titre. Et je suis en mode, waouh! Il est 17 fois champion du monde, mais je pense que c'est fait de la manière la plus anticlimatique et la plus désastreuse que j'ai jamais vue de ma vie, en fait. Et je suis à en oublier le fait que John Cena, il est 17 fois champion du monde. Ah merde, John Cena est champion du monde. Ah putain, mais je viens de voir le truc le plus atroce que j'ai jamais vu de ma vie. Donc, waouh, quand même. Il faut vraiment un booking extrêmement désastreux hein, pour faire oublier un moment pareil, qui est le fait que John Cena devient 17 fois champion du monde. Et du coup, le run de John Cena en tant que champion de la WWE, c'était quelque chose, j'imagine. C'était assez... comment dire? Il y avait du bon et il y avait beaucoup de mauvais. Voilà, comment je pourrais le dire. John Cena, durant ce règne, en fait, il a eu une feud avec R-Truth, qui était pas si mauvaise. Il a eu une feud avec Randy Orton, qui était un écran de fumée nostalgique. Parce que bon, voilà quoi, le fait que tu mettes John Cena en feud avec Randy Orton, ben ça a rien raconté de nouveau en fait, soyons honnêtes. T'as Randy Orton qui fait une promo en disant ouais, John Cena, t'es dans une phase, je pense que tu devrais penser à avoir des enfants. Hein? Bref. Puis après, il y a sa feud assez intéressante qu'il a eue contre Couille Molle Punk, où il a littéralement exposé ce golemon, hein, avec sa propre pipe bomb pour montrer à quel point c'est une fraude, un hypocrite, et bref. Ça a mené aussi à ce segment assez cringe avec CM Punk qui vient en mode toganomique. Oh mon dieu. Il avait littéralement l'air d'un gars que tu retrouves dans un district abandonné de Brooklyn en fait. Genre, vraiment, hein, je ne pouvais pas penser à plus craquette que ça en fait pour venir habiller d'une telle manière. Mais bref, voilà quoi. Il y avait vraiment des gens, ils ont cru genre, oh c'était cool. Genre CM Punk n'a pas le charisme pour imiter John Cena en mode Dr. Toganomique
et faire ça en fait de manière cool. Ça c'est quelque chose que tu laisses pour un Kurt Angle ou même un Big Show, qui sont clairement plus cool que CM Punk, qui ont un meilleur acting, qui sont beaucoup plus charismatiques et qui le font d'une meilleure manière. Bref, le match il a mené à John Cena contre CM Punk en Arabie Saoudite. CM Punk hein, qui disait dans un tweet que ah, je mettrai jamais les pieds en Arabie Saoudite. Et le voilà bien là maintenant, mettant ses pieds sur terre saoudienne pour affronter John Cena. Et John Cena il a gagné le match. Bref, le règne de John Cena il était, voilà quoi, il était bof bof. Hein. Puis après il y a eu l'association entre John Cena et Logan Paul, qui a mené à un match en équipe contre Cody Rhodes et Jey Uso à Money in the Bank, où Cody Rhodes il a battu clean John Cena de manière assez inutile en fait, parce que ce qui s'est passé par la suite c'est que Cody Rhodes était en mode ah non, je vais pas demander à John Cena un match malgré le fait que je l'ai pin clean à Money in the Bank, je vais gagner le King of the Ring. Ok, mais ça, quoi, ça servait à quoi en fait de le booker à battre clean John Cena? Bref. Du coup, durant la même année, en fait, il y a Naomi qui se réinvente avec le personnage de Stalker. En fait, c'était une storyline qui avait été faite avec Bianca Belair suite à la trahison de Naomi envers... je sais même plus c'était quoi la storyline. Je pense qu'elle avait trahi Jade Cargill et genre Bianca Belair, elle était un peu dans un con twinner. Donc voilà quoi. Et donc du coup, Naomi, elle harcelait Bianca Belair. Et du coup, ça a à peu près réinventé Naomi en fait. Parce que Naomi, avant ça, en fait, c'était littéralement juste une meuf random qui était juste mise là, en fait. Et dont personne n'en avait réellement à foutre. Et en fait, c'est ça le gros problème avec la division féminine. Il n'y a aucune catcheuse dont on a réellement à foutre parce qu'aucune catcheuse ne démarque d'une autre. Mais Naomi, elle a réussi à comprendre ça, en fait. Parce qu'elle a réussi à se réinventer avec un nouveau personnage. En fait, c'est tout ce qu'il faut, en fait. Se démarquer du reste. C'est pas parce que, t'es une bonne catcheuse que ça suffit, en fait. C'est pas Stéphanie Vaquer. Parce que fondamentalement, Stéphanie Vaquer, c'est une prise, après on en a rien à foutre d'elle le reste du match. Et ça, c'est que la réalité, parce que Stéphanie Vaquer, il n'y a rien qui dissocie elle d'une autre catcheuse. Il n'y a rien qui dissocie elle de Gaulia. Il n'y a rien qui dissocie elle de Lyra Valkyria. Il n'y a rien qui dissocie elle de n'importe quelle autre catcheuse. À part le fait qu'elle fait le Devil Kiss et que c'est une prise over. Parce que c'est sexuellement attribué. Donc ouais, Naomi, elle a bien compris ça en fait. Et en plus, dans ce trio qu'elle avait avec Bianca Belair et Jade Cargill, c'était clairement la troisième roue en fait. C'était clairement la meuf qui était la moins importante du trio. Elle a réussi à se démarquer des deux en fait. C'est elle qui en est ressortie le mieux de cette situation de trio. Parce que Bianca Belair, elle a un doigt cassé, on l'a plus vu depuis le début de l'année, hein, littéralement. Et Jade Cargill, ok, elle est championne, mais personne n'en a à foutre. La meuf, elle est en train de faire des matchs 50-50 avec Michin et B-Fab, qui ont littéralement jamais gagné le moindre match à SmackDown. Ou même dans la WWE, dans le main roster. Donc Naomi, c'est peut-être l'un des meilleurs trucs qui est arrivé dans l'année 2025. Et ça s'est coupé court de manière assez rapide, hein, parce qu'elle est tombée enceinte et elle a dû rendre vacant le titre. Donc voilà quoi. Hein. Et pour être honnête, c'est les standards dans lesquels nous sommes actuellement. On est à un point où genre, une meuf qui a une gimmick, on est en mode « Ah, c'est le meilleur truc de l'année 2025 !» C'est les standards de l'année 2025 pour montrer à quel point cette année était merdique. Mais bref. Où j'en étais encore? J'étais à John Cena qui faisait son run de champion du monde. Ouais, voilà. Du coup, John Cena, il défend le titre face à Cody Rhodes à SummerSlam. Et c'est un match où il y avait 1 milliard de finishers. C'est un match 2K25 en fait, où genre tu spams les finishers juste pour donner l'effet dramatique d'un main event de WrestleMania. Et Cody Rhodes, il a gagné le match. Et il redevient champion de la WWE. Et ça nous donne un second run qui est probablement, je pense, encore pire que celui qui l'a précédé. Parce que le run de Cody Rhodes, je pense qu'il a littéralement défendu que contre Drew McIntyre. Et un match random à SmackDown face à Bronson Reed qui s'est terminé en DQ. Super, qu'il y en a à foutre. Ah oui, aussi, Brock Lesnar a fait son retour à SummerSlam. C'était controversé. Bon, moi, j'étais bof par rapport à ça. Pas dans le sens où, oh, la controversie, Brock Lesnar, il a eu des implications sexuelles avec des meufs. Bref, c'est des allégations. Hein. Tant qu'il n'y a pas d'éléments concrets, je peux pas le considérer coupable, quoi. Parce qu'il y a des gaulements sur internet qui sont en mode pourquoi Brock Lesnar il est à la WWE qu'il n'a rien à faire dans ce ring. Gros, c'est des allégations. Il y a encore une investigation en cours en fait. Tout ce qui est dit, c'est juste sur papier en fait. Il n'y a pas de preuves concrètes. Mais bref, encore une fois.
Et du coup, j'avais un avis bof par rapport à ça, vu que d'où il sort en fait. Genre, il est sorti de nulle part comme ça, il apparaît, il disparaît. Et après, il a eu un match contre Cena à WrestlePalooza, il a squash John Cena, et John Cena, il a pas pu avoir une revanche par rapport à ça. Donc voilà quoi. Mais bref. Et d'ailleurs, en parlant de Bronson Reed, aussi, après WrestleMania, il y a eu le début des prémices de la stable de Seth Rollins, qui établit la stable de The Vision avec Bron Breakker et Bronson Reed. Donc le début de l'idée de cette stable, en fait, c'était Seth Rollins qui avait marre d'être le second derrière Roman Reigns. Et du coup, il voulait s'établir en tant que le futur. Et il voulait avoir d'autres personnes pour suivre sa vision, entre guillemets. Et du coup, avec Paul Heyman, qui assiste maintenant Seth Rollins décide de créer cette stable avec Bron Breakker et Bronson Reed, qu'il considère aussi comme le futur, malgré le fait que Bronson Reed est genre 35 ans, mais bref. Et genre, l'idée, c'était un peu de faire genre évolution. Alors que, bon, évolution, déjà, la première chose qui est faite de manière correcte dans Evolution, mais qui n'est pas faite de manière correcte dans The Vision, en fait, c'est que Randy Orton et Batista, quand ils ont rejoint Evolution, en fait, c'était des inconnus au bataillon, en fait, juste avant. Alors que quand Bron Breakker, il a rejoint The Vision, en fait, le gars, c'était un 2 fois champion intercontinental. Donc, en quoi ça le bénéficie d'être avec Seth Rollins? Il faisait bien sa carrière avant, donc en quoi ça l'aide? Et aussi le secondo, bon ben, Randy Orton et Batista, c'est 1 milliard de fois des plus gros prospects que Bron Breakker et Bronson Reed le seront jamais dans leur carrière. Hein. Faut juste voir par apparence, quoi. Bon, Bron Breakker, je vais pas quand même le trash talker, hein, parce que il a du potentiel, mais c'est juste par rapport au roster merdique que la WWE a actuellement. Mais bref, du coup, tout ça, ça mène à Seth Rollins qui gagne la mallette du Money in the Bank pour d'ailleurs enterrer pour la 3e fois consécutive dans un Money in the Bank LA Knight. Et du coup, Seth Rollins, il va fake une blessure hein, dans un match qu'il a eu contre LA Knight à Saturday Night Main Event pour revenir à SummerSlam pour tenter la soi-disant plus grosse ruse de la décennie face à CM Punk dans son match contre Gunther après qu'il ait gagné le championnat du monde poids lourd. Ouais, je dis soi-disant plus grosse ruse de la décennie parce que c'était littéralement le booking le plus idiot que j'ai jamais vu de ma vie en fait. Genre Seth Rollins, il a fait semblant de se blesser en se faisant pin par LA Knight dans un match à Saturday Night Main Event avant même que CM Punk soit challenger numéro 1 au titre du championnat de Gunther, que Gunther avait gagné dans un Raw aléatoire face à Jey Uso d'ailleurs. Et genre dans ce plan de génie en fait, où Seth Rollins a anticipé le fait que CM Punk devienne challenger numéro 1 au championnat du monde poids lourd, et que CM Punk gagne ce match pour cette raison, Seth Rollins il a cash-in à la fin du match. Et c'est à se demander pourquoi Seth Rollins n'a pas cash-in pendant le match pour éviter même que CM Punk remporte le championnat du monde poids lourd. Mais bref, ça c'est des questions dans lesquelles je n'aurai pas de réponse parce que c'est juste du booking totalement incohérent et qui fait aucun sens. Mais bref, je suis pas le booker. Du coup, Seth Rollins dans ce run en tant que champion du monde poids lourd, il aura un match contre LA Knight à Raw, puis après un autre match à Clash in Paris où il conservera le titre suite à l'intervention de sa propre femme, hein, qui semble être la personne qui porte le pantalon dans leur relation. C'est un Fatal 4 où il y avait CM Punk, Jey Uso et LA Knight. Et bref, le fait que Becky Lynch soit dans la storyline, en fait, c'était totalement sans aucune conséquence, en fait, pour la stable The Vision, parce que l'idée, c'était littéralement juste d'avoir AJ Lee qui fait son retour. Bref, un truc de con, vraiment, franchement. Ah. Et encore un truc négatif de l'année 2025. AJ Lee a fait son retour, hein, et les gens ont prétendu « Ah, AJ Lee ! La légende! AJ Lee est de retour !» Et je suis en mode, attends, la meuf qui avait la gimmick de être une totale salope, en embrassant la moitié du roster de la WWE de 2012 à 2014, est censée être une légende en 2025, là. Et on est censé être en mode, j'en ai à foutre d'AJ Lee. C'est une pionnière du catch féminin. Non, ce n'est pas une pionnière du catch féminin. La meuf a eu encore moins d'impact que Nikki Bella ou Brie Bella, en fait. Genre, il y a des gaulements qui se foutent de la gueule de Nikki Bella en disant c'est pas une pionnière du catch féminin, mais ironiquement acclame AJ Lee quand elle fait son retour, en fait. Et je suis à me dire, qu'est-ce que AJ Lee fait de mieux que Nikki Bella? Qu'est-ce que AJ Lee fait de mieux que Nikki Bella? Rien. Elle n'est pas plus attirante, elle n'est pas plus physiquement
crédible. Elle catch moins que Nikki Bella. Parce que Nikki Bella, elle est part-time, elle a pas sa place ici. Mais regarde Edge Lee, en fait. Edge Lee, la meuf, elle a disparu de WrestlePalooza jusqu'avant Wargame. Et là, maintenant, elle a encore disparu. Donc, voilà, quoi. Y a personne qui se plaint du fait que Edge Lee vole le spot en pay-per-view de Maxine Dupri, par exemple. Mais ils se plaignent que Nikki Bella est utilisée pour mettre en avant Stephanie Vaquer. Ok, super. Où j'en étais encore? Ah oui, ouais, bref. Du coup, Seth Rollins, après ce match et cette feud avec CM Punk, il s'est blessé dans un match contre Cody Rhodes à Crown Jewel. Je pense que c'était ça, le pay-per-view, bref. C'était un match pour déterminer qui était le Crown Jewel avec qui on a à foutre. Et du coup, Seth Rollins, dans le round d'après, il s'est fait trahir par Braun Breaker avec une spear. Et on était en mode, oh, Braun Breaker, il va avoir un push. Et non, je ne sais pas ce qui est arrivé, pas vraiment ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé par la suite, c'est que Braun Breaker, il a pris le championnat du monde poids lourd de Rollins, et après il l'a donné gentiment comme un bon toutou à Adam Pearce. Malgré le fait qu'ils se sont fait enlever de match Battle Royale dans lequel il était censé concourir avec Bronson Reed. Et du coup, cette Battle Royale, en fait, c'est Jey Uso qui l'a gagné. Et ça nous a donné ce match de Saturday Night Main Event, le combat du quarantenaire entre Jey Uso et CM Punk. Et CM Punk a gagné le championnat du monde poids lourd. C'est un match qui avait fait controversie parce que, Jey Uso reçoit encore une opportunité de gagner le championnat du monde. Puis après, bon, il y a aussi CM Punk qui est, à mon propre opinion, pas non plus mieux que Jey Uso. Il est plus vieux que Jey Uso. Les deux sont quand même éclatés dans le ring. À ce point-là de leur carrière, parce que les gens vont me dire c'est un punk, regarde ces matchs de Ring of Honor. Ouais, bon, là il a 47 ans et tu peux clairement voir qu'il ne sait plus faire ses prises correctement, comme tu peux clairement le voir dans le match qu'il a eu contre Jey Uso à Saturday Night Main Event. C'était un clusterfuck et ce n'était pas juste Jey Uso à blâmer, parce que les deux ont botché des prises et les deux ont donné une performance assez médiocre, parce que les deux sont dans leur quarantaine et que tu ne peux pas compter toujours sur la vieille garde. Donc ouais, au lieu d'opter pour la solution de directement mettre le titre sur Braun Breaker, ils ont choisi l'idée de faire ce match entre Jey Uso et CM Punk et de mettre le titre sur CM Punk. Donc voilà quoi, bref, c'est la manière dont ils ont choisi de faire les choses. Ça fait perdre encore plus de temps parce que bon, on aura ce match contre Braun Breaker et CM Punk qui arrive dans l'année prochaine, donc voilà quoi. Je sais pas pourquoi on attend l'année prochaine pour ce match. Je ne suis pas le booker, bref. Et du coup, CM Punk n'a toujours pas défendu le championnat du monde, mais à la place, il a concouru dans les Wargames. Et les Wargames de l'année 2025 est probablement le pay-per-view que j'ai le plus détesté, probablement depuis que je suis fan de catch. Là, c'est au point où j'en viens avec ce pay-per-view. Donc c'est le booking qui était totalement atroce, parce que bon, t'as eu 1 milliard de stars qui sont venus d'un coup d'un seul, Roman Reigns qui fait équipe avec les Usos, qui fait... Oh putain, le booking de Roman Reigns, j'allais oublier. Je parle d'abord des Wargames, puis après on vient au booking de Roman Reigns. Donc du coup, d'abord, les Wargames c'était constitué d'une équipe avec The Vision, qui n'avait plus Seth Rollins, mais qui avait Logan Paul pour certaines raisons. Enfin, pour certaines raisons. Et du coup, c'était Braun Breaker, Bronson Reed, Logan Paul, puis après Drew McIntyre, qui est à SmackDown, mais bref, c'était un truc merdique. Et Brock Lesnar par la suite. Brock Lesnar qui apparaît puis disparaît, apparaît puis disparaît. C'est Batman. Et du coup, ils ont affronté la team en fait, de l'année passée de Survivor Series 2024, sauf qu'à la place de Sami Zayn, tu as Cody Rhodes. Donc c'est Roman Reigns, Jimmy Uso, Jey Uso, CM Punk et Cody Rhodes. Ouais, voilà, il n'y a rien vraiment qui change dans cette équipe. Et c'était un match filler. Aucune conséquence, aucune raison de vraiment se battre en fait, juste heel contre face. Puis après t'as juste du star power pour un peu faire croire aux moutons au fond de la classe que ce match il est important. Bref. Et du coup t'as eu un autre mystère de l'année 2025 qui est totalement atroce. Un homme masqué, un homme masqué qui vient aider l'équipe de The Vision pour gagner le match. Et Braun Breaker, il pin CM Punk, même pas clean, il le pin juste après un stomp de l'homme masqué. Et on a à se demander, est-ce que c'est Montez Ford? Est-ce que c'est Seth Rollins? Est-ce que c'est Austin Theory? Est-ce que c'est Andrade? Est-ce que c'est Chris Jericho? Bref. Et du coup, j'y viens à
C'est quoi encore le truc? Ah ouais, le booking de Roman Reigns. Oh mon dieu, le booking de Roman Reigns en 2025. Donc Roman Reigns, après sa fuite contre Solo Sikoa, mais Roman Reigns, il participe dans le Royal Rumble. Donc du coup, il fait une absence de littéralement un mois. Et il revient directement dans le Royal Rumble. Et dans le Royal Rumble, il se fait éliminer comme un golemon par... je pense que c'était Seth Rollins ou CM Punk, bref. Je pense que c'était CM Punk. Puis après, CM Punk se fait éliminer par Seth Rollins. Et Seth Rollins se fait... Bref, un truc comme ça, quoi. Et du coup, ça tease la feud entre Seth Rollins, CM Punk et Roman Reigns avec Paul Heyman et qui Paul Heyman a de la fidélité pour. C'était une feud archi stupide en fait parce que t'avais Seth Rollins, CM Punk et Roman Reigns, trois gens dans leur quasi quarantaine, hein, qui sont en train de se battre pour Paul Heyman comme si c'était une meuf. Genre, un moment en fait. Genre, s'ils se battaient eux trois pour avoir les services de, je sais pas, Stacy Keibler ou Trish Stratus, genre là, ça aurait été une storyline beaucoup plus intéressante. Je serais en mode, ah ok, super. Là, ça devient un peu plus intéressant. Mais là, ils veulent le service de Paul Heyman qui est genre un gars gros, qui a une calvasse, et qui est littéralement peut-être l'un des managers les plus surestimés que j'ai jamais vu de ma vie en fait. Parce que bon, un Paul Heyman qui est ce manager incroyable dont les gens pensent qu'il est, non, ce n'est pas le cas. Hein. Le gars, il a plus d'échecs que de succès, en fait. On peut compter le nombre de personnes que Paul Heyman a managé, en fait. Les personnes qui ont du succès, en fait, c'est seulement Brock Lesnar, en fait. Parce que, ouais, tu peux me dire, ah, Roman Reigns. Roman Reigns était déjà une star établie à ce moment-là. Même chose pour CM Punk. Même chose pour Seth Rollins, en fait. Il a essayé de manager d'autres personnes pour essayer de les mettre dans le main event, comme Cesaro, Curtis Axel, Ryback, qui d'autre Aiden Racht même. Et c'était un total échec en fait. Ça menait à rien. Mais bref, Roman Reigns du coup il s'est fait trahir par Paul Heyman pour ce match de WrestleMania. Et du coup après Roman Reigns il disparaît pendant 3 mois en fait. Et en fait tu vas réaliser vite que le thème de l'année de Roman Reigns en fait c'est faire son retour, concourir dans un match, perdre ce match ou se faire attaquer après ce match, puis disparaître. Puis après revenir encore et le truc se répète en fait. Parce que après le triple threat qu'il a eu à WrestleMania, en fait, le gars, on ne voit plus de avril jusqu'à ce qu'il fasse son retour 3 mois plus tard, avant SummerSlam. Et en gros, c'est pour concourir dans un match tag team aléatoire face à Braun Breaker et Bronson Reed, en faisant équipe avec Jey Uso. Puis après, il refait en fait, il fait littéralement que des matchs en pay-per-view, en fait, Roman Reigns. Et même pas dans tous les pay-per-view, c'est ça le pire. Bref, il fait un match après contre Bronson Reed à Clash in Paris. Puis après, 2 mois plus tard, il fait un match Australian Street Fight contre Bronson Reed qu'il perd. Après l'intervention des Usos, puis après l'intervention de Braun Breaker. Et littéralement, se faire tabasser en situation de 2 contre 3. Et à la fin du match, ils ont l'audace de faire un teasing que Roman Reigns n'en a marre des Usos. Alors que, littéralement, après, un mois plus tard, il refait équipe avec les Usos dans les Wargames et il n'y a plus aucun teasing de ça. On faisait une perte de temps, j'en ai putain de marre du booking de Triple H à faire des teasings entre d'autres catcheurs pour donner l'idée que, oh, il y aura quelque chose qui va se poursuivre par après. Genre Cody Rhodes et Randy Orton, ils ont eu 1 milliard de teasing dans l'année 2025 pour faire croire que Randy Orton va avoir une feud contre Cody Rhodes, mais ça menait à rien du tout. T'as eu Jade Cargill faire des teasings avec Charlotte Flair, ça mène à rien du tout. T'as eu Jacob Fatu faire des teasings avec Cody Rhodes, ça mène à rien du tout. T'as eu des gars d'NXT comme Trick Williams dans le SmackDown de cette semaine, faire des teasings avec Cody Rhodes, ça ne va mener à rien du tout. Donc ouais, au total, Roman Reigns, en fait, il a eu 7 matchs dans l'année. Et dans ces 7 matchs, en fait, il en a perdu 4, en fait. Donc c'est littéralement la pire année de l'histoire de la carrière de Roman Reigns, en fait. C'est littéralement sa pire année, en fait. Le gars, il fait 7 matchs, il en perd 4. Genre là, qu'on me dise même plus que, ah, Roman Reigns, il est intéressant. Roman Reigns, il a toujours cette droite. Non, il a rien. Ou sinon, les gens sont juste trop stupides, en fait, pour réaliser que Roman Reigns, il a littéralement plus rien qui le rend pertinent, en fait. Parce que c'est quoi la suite pour Roman Reigns, hein? C'est quoi la suite pour Roman Reigns en 2026? Il va gagner le Rumble? Et il va aller à WrestleMania pour affronter Cody Rhodes pour une 3e fois? Qui en a à foutre à ce point? Qui y croit avec une année aussi médiocre et aussi lamentable que celle qu'il a eue en 2025? Mais bref, Roman Reigns n'est pas le seul qui a été totalement enterré dans le booking dans l'année 2025 par Triple H. Il y a LA Knight. LA Knight, oh mon dieu, LA Knight. C'était opération enterrer LA Knight absolument en 2025 pour Triple H. J'ai l'impression que c'était dans ses petits objectifs qu'il s'était mis comme résolution de l'année 2024. Ah, je vais enterrer LA Knight dans l'année 2025. Comme ça, on ne parlera plus de ce type.
Et la manière la plus parfaite de le faire, sans qu'on ait plus à en entendre la moindre excuse, en fait, c'est de le mettre dans chaque opportunité de gagner un championnat du monde et de le faire perdre. Comme ça, il n'y aura plus l'excuse de « LA Knight, il est sous-utilisé ». Mais le problème, en fait, c'est que LA Knight, dans le booking, ils veulent pas capitaliser sur lui. Et ça se demander pourquoi. Et le pourquoi, c'est Triple H fait clairement du favoritisme dans ce booking. Parce que dans la même année, on a eu Gunther qui a... Bon, le début de l'année de Gunther était assez idiot hein, dans le booking, hein, parce que le gars, il a tap out face à Jey Uso. Puis après, il a eu un match 50-50 avec Pat McAfee. Puis après, il est redevenu champion du monde. Personne n'en avait à foutre. Puis après, il a droppé le titre face à CM Punk à SummerSlam. Et il a disparu pendant genre 3-4 mois, bref. Et il est revenu pour le Last Time Is Now Tournament, qui est la dernière partie de la vidéo. Et aussi, l'année 2025 est malheureusement marquée par le décès d'Hulk Hogan, qui est probablement, si pas, le catcheur le plus influent de l'histoire du catch. C'est une nouvelle qui a marqué le monde du catch, et aussi le monde dans sa globalité, parce que Hulk Hogan n'était pas que simplement une star connue dans le catch, c'était quelqu'un qui était une méga star à l'époque où le catch, il était lui-même mainstream, et qui a su devenir une star plus grosse que le catch en lui-même. Hulk Hogan, Terry Bollea, est un individu qui, peu importe les choses qu'il a commis, fait, dit, est quelqu'un qui a eu un impact majeur dans le monde. Parce que c'était à un tel point où beaucoup de gens dans mon entourage avaient entendu parler du décès de Hulk Hogan et m'en avaient parlé. Mais aussi par rapport à tout ça, il y a beaucoup de gens qui sont dans un parti où ils ne respectent pas la personne malgré le fait qu'il soit mort. Et ça, je peux concevoir ça à peu près si c'est fait avec le respect. Et si tu gardes ça comme opinion personnelle et que tu respectes aussi les personnes de son entourage et tout ça, bref. Si c'est quelque chose que tu veux répondre sur internet pour paraître comme un clown et essayer de faire des réactions chocs pour avoir l'attention des gens, ça directement je te dis va te faire enculer connard. C'est encore quelque chose de ne pas respecter une personne, mais c'en est une toute autre de se foutre de la gueule de quelqu'un qui est mort. Et j'avais aussi entendu durant le mémorial de Hulk Hogan où ils avaient sonné les 10 coups de cloche que genre il y avait des catcheurs qui s'étaient pas venus parce que genre ils ne respectaient pas ce que Hulk Hogan avait fait. Je sais pas c'était quel catcheur, je pense que j'avais entendu un nom comme Rhea Ripley ou un truc comme ça. Et je suis à me dire en fait là c'est l'ultime manque de respect parce que Hulk Hogan est littéralement la raison pour laquelle la moindre personne dans le roster a un putain de job à la WWE et n'est pas en train de flipper des burgers au McDonald's en fait. Parce que encore une fois, que la moindre personne le veuille ou non en fait, si Hulk Hogan n'avait pas été une star massive dans les années 80, WrestleMania n'aurait jamais été un succès et la WWF de Vince McMahon aurait coulé. Donc, bref. Je sais pas si j'ai pas oublié d'autres trucs dans l'année 2025. Si c'est d'autres trucs dont j'ai oublié, c'est sans doute que c'était des trucs qui ne valaient pas la peine d'être mentionnés. Hein, donc. Ah oui, merde, les titres mid-card. Ouais, j'y passe rapidement. Du coup, le début de l'année 2025 a eu pour champion des États-Unis LA Knight, qui a droppé le titre face à Jacob Fatu à WrestleMania. Puis après Jacob Fatu, il était entré en feud avec Solo Sikoa, et Solo Sikoa a regagné le titre à, je sais plus quel pay-per-view, je pense que c'est Night of Champions, après le début de Ikuleo, a.k.a. Tonga Loa. Ah non, Tala Tonga, qu'est-ce que je raconte Tonga Loa, bref. Et du coup, Solo Sikoa, il va dropper le titre à SmackDown face à Sami Zayn pour littéralement aucune raison. Et Sami Zayn, avec le championnat US, il va prétendre d'être John Cena en 2015 et faire des Open Challenge. Sauf que, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, Sami Zayn n'est rien d'un John Cena en 2015. Parce que John Cena était un 15 fois champion du monde, il était littéralement déjà une légende. Alors que Sami Zayn, c'est un mid-card jobber en fait. C'est l'équivalent de genre, t'as Zack Ryder qui fait l'Open Challenge à la place de John Cena en fait. C'est le même équivalent. Sami Zayn, dans l'idée de mettre en avant la jeunesse et d'établir de nouveaux talents, en fait, il a fait que rouler sur des talents qui étaient mieux que lui. Et du coup, dans toute l'idée où John Cena devait mettre en avant des talents, Sami Zayn, il fait totalement l'inverse, parce que le gars, il est médiocre, le gars, il est éclaté, et en plus, la finalité, c'était de mettre le titre sur Ilja Dragunov, parce que, oh, il respecte le ring. Ah, il a la même mentalité que les catcheurs de Ring of Honor. Bref.
Ilja Dragunov, il avait exactement la même idée que Sami Zayn de faire des Open Challenge pour mettre en avant des talents, alors que Ilja Dragunov, il est littéralement encore pire que Sami Zayn niveau kayfabe dans le booking. Et puis, du coup, Ilja Dragunov fait des Open Challenge, ce qui mène à la pire période que le championnat des États-Unis n'a jamais vécu de son histoire, en fait, parce que c'est des Open Challenge où il commence à faire des 50-50 avec Axiom, JD McDonald, Tommaso Ciampa. Genre, c'est vraiment des jobbers, en fait. Genre des gars qui sont signés à la WWE depuis genre quasi plus de 5 ans et qui n'ont rien foutu dans le putain de main roster. Des jobbers qui n'ont littéralement aucune chance d'avoir le moindre succès en solo. Parce qu'il commence à faire des défenses de titre face à genre JD McDonald, Nathan... Je sais même pas s'il a défendu face à Nathan Fraser, j'espère pas. Et du coup, il a perdu le titre face à Carmelo Hayes dans l'épisode de SmackDown qui s'est passé cette semaine. Et en vrai, qui en a foutu du championnat des États-Unis en fait? Genre, littéralement, le championnat des États-Unis a le même prestige que le championnat 24/7 en 2019 en fait. C'est littéralement le même prestige. Et je peux dire que même ce titre, il avait plus de prestige parce que genre, R-Truth, il se battait pour. Bobby Roode se battait pour. Jeff Hardy se battait pour. Genre ce titre des États-Unis, il y a des putains de Nathan Fraser qui littéralement ne serait même pas assez bon pour faire le dark match d'un show de Jacked en 1999. Mais genre d'un coup d'un seul, ils sont éligibles à concourir pour ce championnat en fait. Et genre aussi pendant le règne de Ilja Dragunov, il y avait des moments où Ilja Dragunov se faisait face-off avec Tama Tonga au point où ça devenait juste absurde en fait. J'étais à me demander en fait, le nombre de teasing qu'il y a eu entre les deux, c'est à se demander si la storyline ne commence pas à devenir une romance. Hein. Genre là, ça devient juste stupide en fait. Et en parlant de romance aussi, oh mon dieu, il y a eu deux équipes en particulier que j'ai absolument détesté. Déjà la combinaison de l'équipe entre Rhea Ripley et Io Sky et l'équipe de Charlotte Flair et Alexa Bliss. Mais la pire des équipes, c'est clairement Rhea Ripley et Io Sky. Parce que là, clairement, l'idée, c'est clairement un truc qui ressemble à une romance lesbienne, en fait. Et là, c'est littéralement l'idée, en fait. C'est limite plus explicite que genre Tony Storm et Mina Shirakawa. Alors que elle s'embrasse littéralement en télé. Et l'équipe s'appelle The Dream Lover, ou bref, je sais plus c'est quoi le nom d'équipe, bref. Mais pour Rhea Ripley et Io Sky, c'est un truc, c'est une équipe, en fait, qui n'a pas vraiment de sens. Pourquoi elles sont en équipe. Et qui n'a juste aucun goal, en fait, aucun but. Genre, pourquoi elles sont en équipe? C'est quoi le goal des deux en fait? Parce qu'au moins pour Tony Storm et Mina Shirakawa, tu peux te dire que les deux sont en équipe parce que Mariamé elle s'est cassée à la WWE et que maintenant elles sont tristes de son départ donc elles font équipe. Mais là pour Rhea Ripley et Io Sky en fait c'est totalement aléatoire. En plus ça atteint des niveaux de storyline et de gaminerie et de acting totalement atroces. Genre c'est au point où c'est regardable en fait. C'est au point où je prends ma télécommande et puis je zappe. Et le truc avec Alexa Bliss et Charlotte Flair, bon, c'est pas pire, mais c'est pas mieux. C'est juste deux meufs génériques, avec une personnalité générique, qui font semblant d'être amies, puis après elles sont amies, puis après elles sont pas amies. Bref, c'est juste des gamineries de niveau collège, en fait. Et pour le championnat intercontinental, du coup, ouais, je parlais que des championnats mid-card, je me suis un peu égaré. Mais bref, ça restait dans le sujet. Et du coup, pour le championnat intercontinental, Dominic Mysterio, il a gagné le championnat intercontinental. Il s'est établi en tant qu'assez divertissant champion intercontinental. Je vais quand même le dire, malgré le fait que, bon, hein, le truc avec... je trouve un moyen élaboré de tricher pour gagner mes matchs. Ça, c'était un peu redondant à un moment. Genre, Eddie Guerrero, on voit bien le clin d'œil, mais Eddie Guerrero, quand il le faisait, en fait, il le faisait pas dans chaque match. Et quand il le faisait, il y avait des chances qu'il se fasse prendre dans son propre jeu quand il le faisait. C'était pas genre une technique overkill, en fait, qui le garantissait 100% de victoire, en fait. Parce qu'en fait, l'idée du booking de Dominic Mysterio, en fait, quand il le fait, en fait, quand il triche dans ses matchs, c'est à se dire... Attends une seconde. Si Dominic Mysterio gagne 100% des matchs avec lesquels il arrive à tricher, pourquoi personne d'autre dans le roster le fait la même chose, en fait? Donc c'est une écriture assez éclatée. Mais bref, malgré ça, Dominic Mysterio a quand même su être assez intéressant et rendre le titre très pertinent. Et du coup, ça va mener à Dominic Mysterio qui défend ce titre face à John Cena à Raw, à Boston. Et John Cena va le battre pour le championnat intercontinental et devenir champion intercontinental pour la première fois de sa carrière. Et aussi, par la même occasion, devenir Grand Slam. Et John Cena ne va pas faire une longue durée avec ce championnat intercontinental parce qu'il va le perdre rapidement dans l'un des pires matchs que j'ai jamais vu de ma vie contre Dominic Mysterio à Survivor Series, où il y a eu l'intervention de 3 meufs
pour aider Dominic Mysterio à gagner le match. Ce qui a enterré littéralement les deux catcheurs, hein, à mon propre opinion. Hein. En vrai, Dominic Mysterio, beaucoup moins, parce que bon, il est déjà présenté comme une tapette. Mais John Cena, ça l'a littéralement présenté comme une méga tapette. Mais bref, voilà quoi. D'ailleurs, dans le match de John Cena, j'ai oublié de parler du match qu'il a eu contre AJ Styles, que beaucoup de gens ont aimé. Moi, pas vraiment, mais bref, je veux pas nier le fait que des gens ont beaucoup aimé ce match, donc voilà. Et John Cena aussi, il a eu un match aléatoire face à Logan Paul, ok, qui en a à foutre. Mais du coup, voilà. Et du coup, John Cena, dans son dernier match, en fait, on apprend aussi qu'il va avoir son dernier match contre quelqu'un qui doit concourir dans un tournoi pour être son dernier match. Et du coup, le tournoi, c'est probablement l'un des pires tournois que j'ai jamais vu de ma vie, en fait, parce que genre, dans ce tournoi, en fait, je pense qu'il n'y avait que 3 personnes qui étaient en dessous de la trentaine. Hein, et le reste, c'était juste des quarantenaires qui, pour la plupart, avaient déjà affronté John Cena au moins une fois dans leur carrière, quoi. Ah ouais, et le seul catcheur qui était dans la vingtaine, en fait, c'était Jevon Evans, qui a perdu le premier round contre Gunther. Donc voilà, quoi. Et du coup, on a eu des soi-disant surprises, hein, les mid-carders comme Dolph Ziggler et Zack Ryder qui ont fait leur retour. Hein. On était censé prétendre que c'était un gros deal, hein, mais bon, s'ils avaient gagné le tournoi, qu'on a eu réellement à foutre en fait. Hein. Mais bref, ce qui se passe en fait, c'est que Gunther gagne le tournoi, hein, et Gunther s'approche de Saturday Night Main Event pour affronter John Cena dans son dernier match. Et pour mettre une cerise sur le gâteau qu'est 2025, Gunther déclare, après avoir fait tap out LA Knight, hein, pour encore plus enterrer ce type hein, dans l'année 2025, mais Gunther déclare qu'il va faire tap out John Cena. Et donc du coup, à Saturday Night Main Event, Gunther va faire taper John Cena dans son dernier match. Et là, il y a de la controversie, mais je ne vais pas encore m'énerver à propos du résultat. Le résultat est passé, le résultat est ce qu'il est, et on doit vivre avec le temps dans lequel on est. Mais du coup, suite à ça, en fait, ce match va du coup donner une méga hit à Triple H parce que par la suite, Triple H va essayer de faire le sympathique hein, après le dernier match de John Cena et commencer à serrer la main de John Cena et le public va le huer de manière insane. Donc c'est le manque de respect total dans le dernier match de John Cena. En plus d'ajouter le fait que John Cena a eu une tournée d'adieu totalement affreuse. Mais bref, l'année 2025, qu'est-ce que t'en retiens? De la merde. Et qu'est-ce que tu peux retenir de positif? Naomi, ah ouais, non, elle est enceinte. Ah non, non, il était déjà champion du monde en 2024. Ah oui, merde. Cody, oh merde, Cody Rhodes était déjà champion du monde, mais genre il est encore une fois champion du monde en 2024, en 2025 et en 2026. Est-ce qu'il y a de nouvelles stars qui ont été créées en 2025? Non. À moins que le plus proche exemple soit Bron Breakker, mais Bron Breakker, hein, il a une opportunité de gagner le championnat du monde en 2026. Donc c'est l'année prochaine. Donc le gars, il a à peu près rien fait en 2025. Il a perdu son temps à être le laquais de Seth Rollins pendant la moitié de l'année, alors que le gars était champion intercontinental et en bonne route d'être champion du monde en fin d'année 2024. Donc qu'est-ce qui s'est passé en 2025? Je vais te dire ce qui s'est passé. Manque d'inspiration, manque de créativité, manque de faire quelque chose de risqué. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont restés sur leurs appuis et ont préféré utiliser les gens qui sont déjà établis. Utiliser la vieille garde. Cody Rhodes, Seth Rollins, Jey Uso, CM Punk. Toutes ces personnes en fait qui sont déjà établies. Et aussi, ils ont préféré mettre en avant des gens qui sont clairement là par pur favoritisme. Sami Zayn, il n'avait littéralement aucune raison d'être champion des États-Unis. Gunther avait aucune raison de mettre fin à la carrière de John Cena. Gunther n'avait aucune raison d'être champion du monde et encore une seconde fois. Gunther n'avait aucune raison d'être champion du monde tout court. Gunther n'a aucune raison d'être même positionné dans le main event. Mais bref, tout ça c'est des choix qu'ils ont décidé d'appliquer et qui leur ont coûté d'avoir la pire année de l'histoire de cette compagnie. Parce que tout ça a été en détriment d'autres personnes qui essayent, comme un LA Knight, comme un Drew McIntyre, ou même un Karrion Kross, hein, qui s'est fait libérer de son contrat dans l'année 2025 d'ailleurs.
Parce que ouais, bon, je veux bien, j'aime pas Karrion Kross, mais bon, je vais quand même reconnaître le fait que si t'as Sami Zayn dans ton ressort, en fait, pourquoi c'est que de Karrion Kross dont tu te débarrasses? Mais bref, Karrion Kross, c'est encore un autre qui a eu plein d'opportunités et qui pense qu'il mérite encore mieux. Alors que bon, gros, t'as eu plus d'opportunités qu'à Apollo Crews en 2025. Genre le gars, déjà, il s'est fait re-signer par la WWE. Après, il a eu cette stable, littéralement centrée autour de lui. Il a pas su être over malgré ça. Alors que genre Apollo Crews, il est obligé de catcher dans des matchs de jobber à la triple A et littéralement avoir aucun temps TV dans le main roster. Donc voilà quoi. Genre, El Grande Americano, Ludwig Kaiser, c'est quelqu'un qui a réussi à peu près à faire quelque chose de l'opportunité qu'il a eue. Et en fait, ça me demandait en fait pourquoi Ludwig Kaiser n'est pas le gars qui a été poché à la place de Gunther en fait. Qu'est-ce que Gunther a de mieux que Ludwig Kaiser? Ludwig Kaiser est en meilleure shape. Ludwig Kaiser est meilleur dans le ring à mon propre opinion. Ludwig Kaiser est beaucoup plus divertissant. Genre, qu'est-ce que Gunther a de mieux que Ludwig Kaiser? Et même Giovanni Vinci en fait. Giovanni Vinci, le gars il s'est fait virer après la fin de Imperium. Et c'est Gunther en fait qu'on doit prétendre qu'il mérite d'être celui qui reçoit le rub. Genre les deux, Ludwig Kaiser et Giovanni Vinci, ils ont été forcés à avoir des gimmicks pour montrer de la personnalité alors qu'ils en ont clairement, au contraire de Gunther. Genre Giovanni Vinci était forcé à faire l'italien qui prétend être plus intelligent que le reste du roster. Et Ludwig Kaiser, il doit s'humilier en faisant la gimmick de El Grande Americano. Alors que si tu donnais la moindre de ces gimmicks à Gunther, en fait le gars il arriverait même pas à faire un quart de la performance des deux. Et bref, ouais, quand on parle de favoritisme, mais voilà l'exemple tel qu'il est. Mais je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à l'année 2025. L'année 2025 est merdique. L'année 2025 est la pire année de l'histoire du catch. Et ça ne fait que commencer parce qu'on est rentré dans la période de Ruthless Depression. Et l'année 2026 s'annonce être probablement, peut-être, encore pire que l'année 2025. Et c'est tout ce que ZOG avait à dire. ZOG vous dit de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et ZOG vous dit à plus tard. Bref.